Installez-vous confortablement. Bienvenue à la lueur de la bougie. Ce soir, je vais vous raconter mon histoire de la maison hantée que j'ai achetée sans savoir ce qui m'attendait vraiment. Je m'appelle Camille, j'ai 34 ans et pendant longtemps j'ai été quelqu'un de très pragmatique, de ceux qui ne croient ni aux fantômes, ni aux malédictions, ni à rien de tout ce qu'on raconte autour d'un feu de camp. Je travaillais dans l'immobilier justement comme agente indépendante et je passais mes journées à visiter des biens, à négocier des prix, à rassurer des acheteurs anxieux. J'étais celle qui expliquait aux autres qu'une maison n'est jamais qu'un ensemble de murs, de tuyaux et de charpentes, rien de plus. C'est ironique quand j'y repense que ce soit précisément moi à qui ceci soit arrivé. Tout a commencé il y a un peu plus de 2 ans, à l'automne. Je venais de traverser une séparation difficile, celle qui vous vide de toute énergie, qui vous fait comprendre que vous devez repartir de zéro. J'avais besoin d'un nouveau départ, d'un endroit à moi, loin de la ville, loin des souvenirs. Et dans mon métier, on tombe parfois sur des occasions qu'on ne peut pas laisser filer. C'est comme ça que j'ai découvert cette maison. Une longère en pierre, isolée en bordure d'un petit hameau, à une quarantaine de minutes de la ville où je vivais. Le genre de bâtisse qu'on croise dans les magazines de décoration, avec ses volets bleus délavés, sa toiture en ardoise couverte de mousse, son jardin envahi par les herbes hautes. Elle appartenait à la même famille depuis plusieurs générations, mais les héritiers, dispersés aux quatre coins du pays, voulaient s'en débarrasser rapidement. Le prix affiché était bien en dessous du marché, beaucoup trop bas si j'avais été un peu plus attentive à ce détail-là. Je me souviens de ma première visite comme si c'était hier. C'était une fin d'après-midi de septembre. La lumière rasante traversait les carreaux poussiéreux et dessinait des rectangles dorés sur le parquet ancien. L'air sentait le bois humide et la cire vieillie. Il y avait quelque chose d'apaisant dans cette maison, une sorte de silence épais, comme si le temps s'y était arrêté. Je n'ai ressenti ce jour-là absolument rien d'anormal, juste cette sensation étrange, presque agréable, d'être exactement à ma place. J'ai signé le compromis de vente 3 semaines plus tard. J'étais fière de moi, de cette décision, de ce nouveau chapitre que j'ouvrais. Mes amis me trouvaient un peu folle de m'installer seule dans un si grand corps de ferme, loin de tout, mais moi, j'y voyais une forme de liberté. Je m'imaginais déjà les soirées d'hiver près de la cheminée, les week-ends à retaper les vieilles pièces, à redonner vie à cette maison qui, pensais-je, n'attendait que ça. Les premières semaines ont été exactement à la hauteur de mes attentes. Je passais mes soirées à poncer de vieux meubles, à repeindre les volets, à essayer de comprendre les entrailles de cette bâtisse centenaire. Je dormais bien, je me sentais bien. Il n'y avait à ce moment-là aucun signe, aucun indice de ce qui allait suivre. Je veux insister là-dessus parce que c'est important pour comprendre la suite. Rien, absolument rien ne laissait présager quoi que ce soit d'étrange. Je me souviens même d'avoir invité ma sœur et mon beau-frère un week-end début octobre pour leur faire visiter mon nouveau chez-moi. Nous avions passé la soirée dehors, autour d'un petit feu que j'avais allumé dans le jardin, à rire, à refaire le monde, à évoquer les projets que j'avais pour chaque pièce. Ma sœur m'avait dit en partant qu'elle m'enviait un peu cette tranquillité, ce silence si différent du bruit constant de la ville. Je me rappelle avoir pensé ce soir-là que j'avais fait le meilleur choix de ma vie. J'étais loin d'imaginer que cette même tranquillité allait, quelques semaines plus tard, se retourner contre moi comme un piège patiemment refermé. Je passais aussi beaucoup de temps seule dans le silence de cette maison immense pour une personne. Je m'habituais peu à peu à ces bruits propres, à la façon dont le vent s'engouffrait sous les tuiles, à la manière dont la lumière du matin traversait les fenêtres orientées à l'est. J'apprenais cette maison comme on apprend un nouveau visage, patiemment, sans me douter qu'elle m'observait elle aussi à sa façon. Le premier signe est arrivé fin octobre, un mois après mon aménagement. C'était un mardi soir, je m'en souviens précisément parce que j'avais pris une journée de congé le lendemain pour continuer les travaux dans la chambre du fond, celle que je comptais transformer en bureau. J'étais couchée, la lumière éteinte depuis une bonne heure, quand j'ai entendu un grincement au rez-de-chaussée. Un grincement de parquet, le genre de bruit que fait une maison ancienne quand elle se dilate avec le froid de la nuit. Je n'y ai pas prêté attention. Les vieilles maisons craquent, c'est normal, je me le suis répété comme un mantra rassurant. Mais le grincement s'est répété, puis encore. Un rythme régulier, presque comme des pas. Un pas, puis un autre encore, traversant lentement le salon en dessous de ma chambre. Mon cœur a commencé à battre plus fort, mais je me suis forcée à rester logique. Peut-être un animal entré par une fenêtre mal fermée, peut-être une poutre qui travaillait sous l'effet de l'humidité. J'ai fini par me rendormir, épuisée par cette journée de travaux, en me disant que j'irais vérifier le lendemain. Je me souviens d'avoir remonté la couette jusqu'au menton, dans ce geste presque enfantin qu'on croit avoir abandonné depuis longtemps, comme si un simple tissu pouvait me protéger de quoi que ce soit. J'écoutais mon propre souffle, essayant de le calmer, de le rendre le plus silencieux possible pour mieux distinguer les bruits de la maison.
À un moment, le silence est revenu, aussi soudainement qu'il avait été rompu, et je m'étais dit que mon imagination me jouait des tours, fatiguée par cette journée harassante passée à décaper de vieilles boiseries. Le lendemain, tout semblait normal. Aucune fenêtre ouverte, aucune trace de passage d'un animal, rien de dérangé. J'ai balayé l'incident d'un revers de main, comme on le fait toujours au début, quand on refuse encore de voir ce qui commence à se dessiner. Les semaines suivantes, les bruits sont devenus plus fréquents. Toujours la nuit, toujours ce même rythme de pas, parfois accompagné d'un léger raclement, comme si quelque chose glissait sur le sol. J'ai commencé à dormir moins bien. Je me réveillais en sursaut au moindre craquement, l'oreille tendue dans l'obscurité, le cœur cognant contre mes côtes. Je me souviens d'avoir passé des nuits entières, les yeux grands ouverts, fixant le plafond, écoutant le silence de la maison comme on écoute quelqu'un respirer dans le noir. C'est à cette période que j'ai commencé à ressentir cette sensation d'être observé. Vous savez, cette impression tenace, presque physique, que quelqu'un vous regarde depuis un coin de la pièce, même quand vous êtes seul. Je la ressentais surtout dans le couloir menant aux chambres à l'étage, un couloir étroit, mal éclairé, où l'ampoule grillait sans cesse malgré les remplacements successifs. Je m'y attardais le moins possible, pressant toujours le pas en évitant de regarder derrière moi, alors même que je savais, rationnellement, qu'il n'y avait personne. Cette sensation avait quelque chose de très particulier, difficile à décrire à quelqu'un qui ne l'a jamais vécu. Ce n'était pas seulement une impression fugace, un frisson qu'on balait d'un haussement d'épaule. C'était une pression presque physique entre les omoplates, comme deux yeux fixés sur ma nuque en permanence. Je me surprenais à parler toute seule dans ce couloir, à voix basse, des phrases absurdes comme il n'y a rien, uniquement pour combler ce silence trop dense, trop habité pour être vraiment vide. Les nuits où je devais m'y rendre pour aller aux toilettes, je courais presque, le cœur battant, incapable de marcher normalement dans cet espace que je sentais chargé d'une attention qui n'était pas la mienne. Le froid aussi y était différent du reste de la maison, un froid localisé, qui ne suivait pas la logique du chauffage ni des courants d'air habituels. Je passais ma main devant les interstices des fenêtres pour vérifier qu'aucun courant d'air ne pouvait expliquer cette chute soudaine de température à certains endroits précis du couloir, toujours les mêmes, comme des zones invisibles tracées sur le sol. Je n'ai jamais trouvé d'explication satisfaisante à ce phénomène, et c'est peut-être ce qui m'a le plus troublé dans les premiers temps. Un soir de novembre, alors que je préparais mon dîner dans la cuisine, j'ai entendu distinctement quelqu'un m'appeler, un murmure, presque inaudible, prononçant mon prénom. Camille. Je me suis figée devant ma casserole, le sang glacé dans les veines. J'ai éteint la radio pour être sûre de ne pas m'être trompée sur l'origine du son. Silence total. Puis, à nouveau, ce murmure, plus faible encore, comme venant de très loin ou de très près, je n'aurais su le dire. J'ai passé le reste de la soirée toute lumière allumée, une présence lourde m'oppressant la poitrine, refusant de monter me coucher avant d'être totalement épuisée. Je me souviens d'avoir vérifié chaque pièce de la maison, une par une, la casserole encore chaude oubliée sur la cuisinière, mon téléphone serré dans ma main comme une arme dérisoire. J'ouvrais les placards, je regardais sous le lit, je vérifiais les moindres recoins avec une minutie que je ne me connaissais pas, cherchant désespérément une explication logique, un cambrioleur, un animal égaré, n'importe quoi de tangible qui puisse expliquer ce murmure. Je n'ai rien trouvé. La maison était aussi vide qu'elle l'avait toujours été, et pourtant je ne parvenais pas à me défaire de la certitude que quelqu'un, quelque part entre ces murs, connaissait mon prénom et n'hésitait pas à s'en servir. C'est à partir de cet instant que j'ai commencé à faire des recherches sur l'histoire de la maison. Je me souvenais que le notaire avait évoqué en passant une histoire familiale compliquée, sans entrer dans les détails. J'ai contacté la mairie du hameau, épluché quelques archives, discuté avec une vieille voisine, Madame Trévidic, qui vivait là depuis plus de 50 ans et connaissait tout le monde. C'est elle qui m'a raconté avec cette prudence particulière des gens de la campagne quand ils abordent des sujets délicats qu'une femme était morte dans cette maison, des décennies auparavant, dans des circonstances que personne n'avait jamais vraiment élucidées. Elle s'appelait Odette. Elle vivait seule dans la maison après le décès de son mari et on l'avait retrouvée un matin en bas de l'escalier menant à l'étage après plusieurs jours sans que personne ne s'inquiète de son absence. Madame Trévidic m'a raconté à voix basse, comme si les murs eux-mêmes pouvaient l'entendre, qu'Odette avait perdu son mari brutalement, d'une crise cardiaque en pleine nuit, et que les enfants du couple, partis vivre loin depuis longtemps, ne venaient plus la voir que rarement, à Noël, parfois même pas. Elle passait ses journées seule dans cette grande maison, entretenant son jardin avec un soin presque obsessionnel, comme si les fleurs étaient devenues les seuls êtres à qui elle pouvait encore parler. Certains villageois racontaient qu'on l'entendait parfois converser à voix haute dans son jardin, adressant des mots tendres à des rosiers, comme on le ferait avec un enfant ou un être aimé.
D'autres évoquaient une lente descente vers la confusion, les débuts d'une maladie qu'on aurait aujourd'hui identifiée plus tôt, mais qui, à l'époque, dans ce hameau isolé, était passée largement inaperçue. Cette histoire m'avait profondément bouleversée, bien au-delà de la simple peur qu'elle avait d'abord nourrie en moi. J'imaginais cette femme, seule, jour après jour, dans les mêmes pièces que celles que j'habitais désormais, sombrant lentement dans une solitude que personne n'avait su ou voulu remarquer à temps. Sa chute dans l'escalier, disait-on, n'avait été découverte que plusieurs jours plus tard par le facteur, alerté par les volets restés clos en pleine journée. Cette image m'a longtemps hantée, bien plus encore que les phénomènes eux-mêmes, celle d'une vie entière se terminant ainsi, dans l'indifférence et le silence, entre ces mêmes murs que je considérais désormais comme les miens. Cette information, loin de me rassurer, a nourri chacune de mes angoisses nocturnes. Chaque grincement du parquet devenait le pas d'Odette. Chaque murmure devenait sa voix m'appelant depuis l'au-delà. Je savais que c'était irrationnel, je me le répétais sans cesse, mais la peur ne résonne pas, elle s'installe et grandit d'elle-même, indépendamment de toute logique. Décembre est arrivé avec son lot de nuits plus longues, plus sombres, et les phénomènes se sont intensifiés. J'ai commencé à trouver le matin des objets déplacés dans la maison. Un cadre photo tombé face contre le mur alors que je l'avais accroché solidement. Une chaise de la cuisine tirée au milieu de la pièce, comme si quelqu'un venait de s'y asseoir. Un tiroir de la commode entrouvert alors que je le fermais systématiquement avant de me coucher. Rien de spectaculaire pris isolément, mais l'accumulation de ces petits détails créait en moi une angoisse sourde, permanente, qui ne me quittait plus, même en plein jour. Il y a eu aussi cette histoire avec les photographies. J'avais disposé sur le buffet du salon plusieurs cadres contenant des photos de ma famille, de mes amis, quelques souvenirs de voyage qui me rappelaient des périodes plus légères de ma vie. Un matin, je les ai retrouvées toutes retournées, face contre le meuble, sans exception. J'ai d'abord pensé à un courant d'air un peu violent, bien que cela n'expliquât en rien pourquoi chaque cadre, sans exception, se soit retrouvé exactement dans cette position. Je les ai remises en place, un peu troublées, en me forçant à sourire de ma propre nervosité. Le lendemain matin, elles étaient à nouveau retournées, toutes alignées avec une précision presque insolente. Cette fois, aucun courant d'air, aucune vibration ne pouvait expliquer un tel arrangement méthodique. J'ai fini par ranger ces photographies dans un tiroir, incapable de supporter cette confrontation silencieuse et répétée. Je me souviens également d'un soir où toutes les horloges de la maison, dont une vieille pendule à balancier héritée de ma grand-mère, se sont arrêtées exactement à la même heure, 23h17, sans raison mécanique apparente. J'ai fait vérifier les piles, les mécanismes, sans jamais trouver la moindre explication technique à cette coïncidence troublante. Ce chiffre, 23h17, s'est mis à me hanter littéralement, revenant sans cesse dans mon esprit comme une date gravée quelque part, un rendez-vous que je n'avais jamais pris, mais que je semblais devoir honorer malgré moi. Je me souviens d'une nuit en particulier, celle qui a véritablement marqué un tournant dans cette histoire. Je m'étais réveillée vers 3 heures du matin, sans raison apparente, comme tirée d'un sommeil profond par une force invisible. La chambre était plongée dans une obscurité totale, mais j'avais cette certitude absolue, viscérale, que je n'étais plus seule. Une présence dense, presque palpable, se tenait au pied de mon lit. Je n'osais pas bouger, à peine respirer, tétanisée par une peur que je n'avais jamais ressentie auparavant, une peur primale, animale, qui me clouait sur le matelas. J'ai fini par rassembler le courage de tendre le bras vers la lampe de chevet. Le clic de l'interrupteur a résonné comme un coup de tonnerre dans le silence de la pièce. La lumière a jailli, révélant rien. Une chambre vide, exactement comme je l'avais laissée avant de m'endormir. Mais l'air était différent. Plus lourd, plus froid, chargé d'une odeur âcre que je ne connaissais pas, quelque chose entre le renfermé et le métallique. Cette odeur a persisté plusieurs minutes avant de se dissiper progressivement, comme aspirée par les murs eux-mêmes. J'étais restée assise dans mon lit, le dos calé contre la tête de lit, les genoux ramenés contre ma poitrine, incapable de détacher mon regard du reste de la chambre, guettant le moindre mouvement, la moindre ombre qui trahirait une présence que la lumière n'aurait pas suffi à chasser. Mes mains tremblaient. J'entendais mon propre pouls battre dans mes oreilles, un rythme affolé qui couvrait presque tous les autres bruits de la maison. Je me souviens d'avoir pensé, dans un éclair de lucidité presque comique au regard de la situation, que si quelqu'un m'avait vu à cet instant, recroquevillé ainsi dans mon lit à 3 heures du matin, il n'aurait eu aucun mal à croire que j'étais en train de perdre la raison. Je n'ai pas dormi le reste de la nuit. J'ai allumé toutes les lumières de la maison et je me suis installée dans le canapé du salon, une couverture serrée autour des épaules, attendant que le jour se lève avec une impatience que je n'avais jamais connue. Le lendemain, épuisée, j'ai sérieusement envisagé pour la première fois l'idée de repartir, de tout laisser derrière moi. Mais j'avais investi toutes mes économies dans cet achat, j'avais quitté mon ancien appartement, je n'avais nulle part où aller dans l'immédiat.
Alors je me suis convaincue de tenir bon, de trouver des explications rationnelles, de m'accrocher à ma logique d'ancienne agente immobilière qui ne croyait à rien de tout ça. J'ai fait venir un électricien pensant que peut-être une installation défaillante pouvait expliquer certains phénomènes, les ampoules qui grillaient, les variations de température ressenties dans le couloir. Il n'a rien trouvé d'anormal. J'ai fait vérifier la charpente par un artisan, pensant que les craquements pouvaient venir d'un affaissement de structure, rien non plus de ce côté. Chaque explication rationnelle que je tentais de trouver s'effondrait face au constat des professionnels que je faisais venir, et cette absence de réponse logique nourrissait mon angoisse plus encore que les phénomènes eux-mêmes. J'ai même envisagé un temps d'installer des caméras dans le couloir et le salon, pensant qu'un enregistrement m'apporterait enfin une réponse tangible, quelque chose que je pourrais montrer, analyser, comprendre. J'ai visionné des heures d'images nocturnes, les yeux brûlants de fatigue, cherchant le moindre mouvement suspect. La plupart des nuits, rien d'anormal n'apparaissait à l'écran, ce qui, contre toute attente, ne me rassurait pas. Cela signifiait simplement que ce qui hantait ma maison échappait à toute captation, à toute preuve matérielle, comme si cette présence savait, précisément, se soustraire au regard extérieur tout en se manifestant sans retenue lorsque j'étais seule et sans témoin. De nuit, cependant, la caméra du couloir a enregistré quelque chose que je n'ai jamais su expliquer. Une brève variation de la luminosité ambiante, un voile sombre traversant l'image de gauche à droite en une fraction de seconde, trop rapide pour être un simple insecte, trop large pour être une poussière sur l'objectif. J'ai visionné cette séquence des dizaines de fois, les ralentis, agrandis, sans jamais parvenir à distinguer une forme précise. Ce fut, paradoxalement, l'une des choses les plus terrifiantes de cette période, avoir une preuve sans jamais pouvoir la comprendre entièrement. Les jours raccourcissaient et avec eux, mon sommeil se dégradait de plus en plus. Je vivais dans un état de vigilance permanente, épuisant, où chaque bruit de la maison, même les plus anodins, déclenchait en moi une bouffée d'angoisse. Je perdais du poids, je perdais patience, mes proches commençaient à s'inquiéter de mon état sans que j'ose leur raconter la véritable raison de cette fatigue qui me rongeait. Comment leur dire que ma maison, celle dont j'étais si fière quelques mois plus tôt, était en train de me terroriser nuit après nuit? Ma sœur m'a appelé plusieurs fois durant cette période, inquiète de m'entendre si distante au téléphone, si absente. Je trouvais toujours une excuse, le travail, la fatigue habituelle de l'hiver, le manque de sommeil dû à une simple insomnie passagère. Je ne pouvais pas me résoudre à lui avouer la vérité par peur qu'elle ne me croie pas, ou pire encore, qu'elle me croie et s'inquiète bien plus qu'elle ne le faisait déjà. J'ai annulé plusieurs invitations chez des amis, prétextant une charge de travail écrasante, alors qu'en réalité, je redoutais simplement de devoir rentrer seule le soir dans cette maison qui ne m'offrait plus aucun répit. Mon cercle social s'est peu à peu réduit à néant durant ces mois d'hiver, et je crois que c'est cet isolement, autant que la peur elle-même, qui a fini par me pousser à chercher activement une solution plutôt que de continuer à subir en silence. Le point de bascule est survenu début janvier, un soir de tempête où le vent hurlait autour de la maison, faisant claquer les volets mal fixés. J'étais dans mon lit, incapable de trouver le sommeil à cause du vacarme extérieur, quand j'ai entendu distinctement des pas dans l'escalier. Pas le grincement habituel du parquet, non, cette fois c'était le bruit précis de pieds foulant chaque marche, un par un, dans un rythme régulier, montant vers l'étage où se trouvait ma chambre. Mon sang s'est glacé. J'ai retenu mon souffle, chaque muscle de mon corps tendu à l'extrême, écoutant ces pas se rapprocher inexorablement. Ils se sont arrêtés juste devant ma porte. Un silence total a suivi, plus terrifiant encore que les pas eux-mêmes. Un silence chargé d'attente, comme si quelque chose, de l'autre côté de cette porte, attendait patiemment que je fasse un geste. J'ai fixé la poignée dans l'obscurité, persuadé qu'elle allait tourner d'un instant à l'autre. Les minutes se sont étirées indéfiniment. Puis, progressivement, cette sensation de présence s'est estompée, comme un poids qu'on retire lentement de la poitrine, et le silence est redevenu normal, habité seulement par les hurlements du vent dehors. Je suis resté immobile encore de longues minutes après que la sensation eut disparu, incapable de faire confiance à ce répit, redoutant que ce ne soit qu'une pause avant que les pas ne reprennent, plus proche encore, plus déterminé. Mes draps étaient trempés de sueur froide malgré la fraîcheur de la chambre. J'ai fini par allumer la lampe de chevet, incapable de tolérer davantage l'obscurité, et j'ai gardé les yeux fixés sur la porte close jusqu'à ce que les premières lueurs grises de l'aube commencent à filtrer à travers les rideaux. Jamais une nuit ne m'avait paru aussi longue, jamais je n'avais autant guetté le lever du jour comme une délivrance. Je n'ai pas rouvert cette porte avant le lever du jour. Quand j'ai enfin trouvé le courage de sortir de ma chambre, il n'y avait bien sûr rien dans le couloir. Mais sur le sol, juste devant ma porte, une fine couche de poussière semblait avoir été dérangée, comme si quelqu'un s'y était tenu debout un long moment.
C'est à partir de cette nuit-là que j'ai commencé à chercher activement de l'aide extérieure. J'ai contacté, non sans une certaine gêne, une association locale qui s'intéressait aux phénomènes inexpliqués dans les habitations anciennes. Ils m'ont mis en relation avec une femme, Solange, qui se présentait comme sensitive, une personne capable de percevoir les énergies résiduelles dans les lieux. J'étais sceptique, évidemment, mais j'étais surtout à bout de force, prête à essayer n'importe quoi pour retrouver un semblant de tranquillité. Solange est venue un après-midi de la mi-janvier. C'était une femme d'une soixantaine d'années, au regard doux mais perçant, qui a fait le tour de la maison lentement, s'arrêtant à intervalles réguliers, fermant parfois les yeux, posant sa main sur certains murs comme pour en sentir la vibration. Quand elle est arrivée dans le couloir de l'étage, celui où je ressentais toujours cette présence oppressante, elle s'est arrêtée net, son visage se crispant d'une expression que je n'oublierai jamais, un mélange de tristesse profonde et d'inquiétude sincère. Elle m'a expliqué, avec des mots choisis avec soin, qu'elle percevait une présence féminine dans la maison, une femme qui n'avait pas conscience d'être décédée, qui continuait de vivre dans une sorte de boucle, persuadée que la maison lui appartenait toujours. Elle a évoqué une chute, une solitude immense, un sentiment d'abandon qui imprégnait encore les murs de cette bâtisse. Elle pensait que cette présence ne me voulait pas nécessairement du mal, mais qu'elle ne supportait pas ma présence, cette intruse venue occuper ce qu'elle considérait encore comme son domaine. J'ai demandé à Solange ce que je pouvais faire. Elle m'a parlé de rituels simples, d'un besoin d'apaiser cette présence plutôt que de la combattre, de lui faire comprendre par des gestes symboliques qu'elle pouvait maintenant partir en paix. Elle m'a conseillé de nettoyer la maison à la sauge, d'ouvrir les fenêtres pour laisser circuler l'air et symboliquement la libérer, de parler à voix haute, calmement, en reconnaissant sa présence sans la craindre. Avant de partir, elle m'avait pris les mains un instant, son regard planté dans le mien, et m'avait dit que la peur que je ressentais n'était pas seulement la mienne, qu'elle se nourrissait aussi de la détresse ancienne qui habitait ces murs, que le simple fait de la reconnaître, de ne plus la fuir aveuglément, changerait déjà beaucoup de choses. Sur le moment, ces mots m'avaient semblé presque trop simples pour être efficaces face à ce que je vivais depuis des mois. Mais je n'avais plus rien à perdre. J'étais sceptique sur l'efficacité de ces méthodes, mais j'ai suivi ses conseils à la lettre avec la ferveur du désespoir. Chaque soir pendant une semaine, j'ai parcouru la maison pièce par pièce, une botte de sauge fumante à la main, parlant doucement dans le vide, expliquant à cette présence invisible que je ne cherchais pas à la remplacer, que je respectais cette maison et son histoire, que je souhaitais simplement vivre en paix, et que si elle le pouvait, elle méritait elle aussi de trouver le repos. Les premiers jours après ce rituel, rien ne semblait avoir changé. Les bruits persistaient, les objets continuaient de se déplacer légèrement. Mais progressivement, au fil des semaines suivantes, j'ai senti une atmosphère différente s'installer. Les phénomènes ne s'arrêtaient pas d'un coup, comme dans les récits qu'on aime raconter, mais ils s'espaçaient, s'atténuaient, perdaient de leur intensité oppressante. Le murmure de mon prénom a fini par disparaître complètement. Les pas dans l'escalier se sont raréfiés jusqu'à ne plus survenir qu'une fois par mois, puis plus du tout. Ce qui a changé le plus radicalement, c'est cette sensation d'être observé en permanence. Elle s'est estompée progressivement, comme un voile qu'on retire lentement, jusqu'à ce que je puisse à nouveau traverser le couloir de l'étage sans ce nœud d'angoisse dans la poitrine. J'ai recommencé à dormir normalement, à retrouver un semblant de vie sereine dans cette maison que j'avais pourtant failli quitter tant de fois durant cet hiver terrible. Aujourd'hui, cela fait un peu plus de 2 ans que j'habite cette maison. Je ne dirais pas qu'il ne s'y passe absolument plus rien, il m'arrive encore très rarement d'entendre un craquement qui ne ressemble pas tout à fait aux autres, de ressentir un frisson inexpliqué en traversant le couloir de l'étage. Mais ce ne sont plus que des échos lointains de ce que j'ai vécu cette première année, des souvenirs qui refont surface sans jamais retrouver l'intensité terrifiante des débuts. J'ai fini par accepter cette maison telle qu'elle est, avec son histoire, avec cette part d'inexpliqué que je ne cherche plus à éradiquer complètement. Je pense parfois à Odette, à cette femme dont j'ai appris l'existence par hasard, et j'espère sincèrement qu'elle a trouvé, où qu'elle soit désormais, la paix qu'elle n'avait pas su trouver de son vivant. J'ai planté des fleurs dans le jardin qu'elle avait, disait Madame Trévidic, toujours entretenue avec passion. C'est ma façon, un peu naïve peut-être, de continuer à honorer sa mémoire, de partager cette maison avec elle plutôt que de la lui avoir volée. Il y a eu un dernier événement, quelques mois après le rituel, que je tiens à vous raconter avant de terminer. Un soir de printemps, alors que je taillais les rosiers du jardin à la tombée du jour, j'ai eu la certitude fugace d'apercevoir, à la fenêtre de l'étage, une silhouette qui observait le jardin avec moi. Je me suis redressée d'un coup, le sécateur encore à la main, le cœur battant, m'attendant à retrouver cette même terreur glaciale qui m'avait tant habité durant l'hiver. Mais à la place, j'ai ressenti quelque chose de totalement différent, une forme de calme étrange, presque de la tendresse, comme si cette présence, cette fois, ne cherchait qu'à partager ce moment simple avec moi, sans intention de me nuire.
La silhouette s'est estompée doucement, sans précipitation, et je suis restée là, dans le jardin, à contempler la fenêtre vide pendant un long moment, sans la moindre peur, seulement une étrange gratitude que je ne saurais pleinement expliquer encore aujourd'hui. Depuis cette soirée, je vis dans cette maison avec une sérénité que je croyais impossible quelques mois plus tôt. Je reçois des amis, j'organise des dîners, je dors les fenêtres entr'ouvertes l'été sans la moindre inquiétude. Cette maison, qui a failli me briser durant cet hiver terrible, est devenue mon refuge, mon port d'attache, le lieu où je me sens désormais le plus en sécurité au monde. Je crois que c'est peut-être cela, au fond, la véritable leçon de cette histoire. Ce qui nous terrifie le plus n'est parfois que de la douleur ancienne, cherchant simplement à être reconnue, écoutée et enfin apaisée. Ce que je retiens de cette expérience, c'est qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'on achète quand on achète une vieille maison. On achète des murs, un toit, un jardin, mais on hérite aussi d'une histoire, parfois d'une présence, qu'on ne découvre que bien après avoir signé les papiers. On croit acquérir un simple bien immobilier, un investissement, un projet de vie, sans jamais imaginer qu'on s'engage aussi, silencieusement, envers tous ceux qui ont vécu là avant nous, envers leurs joies passées autant que leurs peines, envers ce qu'ils ont laissé, sans le vouloir, imprimé dans les pierres et le bois. Je ne regrette pas mon choix aujourd'hui, même si je porterai toujours en moi le souvenir de ces nuits de terreur pure, de cette peur qui m'a habité pendant des mois entiers. Cette maison est devenue la mienne, mais je n'oublie jamais qu'elle a d'abord été la sienne, et je crois que c'est précisément cette reconnaissance mutuelle, patiente et sincère, qui nous permet aujourd'hui de cohabiter en paix, elle et moi, dans cette même maison qui nous appartient désormais un peu à toutes les deux. Voilà, c'est ainsi que se termine mon histoire de la maison hantée que j'ai achetée sans savoir ce qui m'attendait vraiment. Merci infiniment de m'avoir écouté ce soir, merci de faire vivre cette chaîne, à la lueur de la bougie, avec autant de fidélité. Prenez soin de vous, verrouillez bien vos portes, et retrouvons-nous demain soir, à la même heure, à la lueur de la bougie.